La gloire de mon père. Je vous présente ce soir ceux qui vont faire table ouverte avec nous. Je vous présente tout de suite Marc Herman, ou Marc Herman, on dit comment? Bonsoir, Herman, comme vous voulez. Vous avez un homonyme célèbre, hein? Oui, avec un H en plus. Voilà. Qui fait dans l'humour, lui. Qui fait dans l'humour. Vous, c'est pas tellement votre truc, c'est plutôt psychanalyste que vous êtes. Oui, mais le mot d'esprit, ça a des rapports avec l'inconscient. Vous êtes anthropologue aussi. Aussi. D'accord. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous présente Christian VDB. Bonsoir. Bonsoir Christian. Merci d'être avec nous. Vous êtes industriel et fils de Premier ministre. Hein, c'est ça. Merci en tout cas ce soir d'avoir accepté, cher VDB, cher Christian VDB, accepté notre invitation. Je vous présente Christine Dumoulin. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous êtes docteur, vous êtes médecin généticien, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Et vous allez nous parler ce soir de l'hérédité. Exact. Et enfin, je vous présente notre invité d'honneur. Il s'appelle Franck Fernandel. Il est chanteur, fils de Fernand Contandin, dit Fernandel. Vous êtes venu ce soir, Franck, et je vous en remercie, avec votre fils Vincent. Oui, bien sûr. Et oui. Vous arrivez d'où? De Marseille ou de Paris là, ce soir? Là, c'est-à-dire, on a fait 2 étapes. Ouais. On est arrivé d'abord de Marseille à Paris, puis on est venu de Paris à Bruxelles. Voilà. Et je vous présente Vincent qui est dans le public et qui interviendra tout à l'heure. Vincent, merci à toi aussi d'être avec nous. Vincent, bonsoir Mireille. Bonsoir Hervé. Comment allez-vous? Je vais très bien. Alors vous êtes fille du bon sens ou? Du bon sens? Non, je suis fille de mon père et de ma mère. Ce que j'avais envie de vous dire ce soir, en gros, comme ça très vite, c'est que quand je pense aux pères, je me dis qu'ils ont quand même un rôle très important parce que c'est eux qui permettent que le petit enfant grandisse et se sépare de sa mère, qui sorte un petit peu du cocon. Et puis les petits garçons, ils ont envie de devenir grands, forts, beaux et tout comme papa. Et puis quand ils ont 14-15 ans, ils trouvent que les parents c'est un peu ringard, il faut qu'ils puissent s'opposer à eux. Et je me dis quand on a un père très célèbre, peut-être que c'est difficile de trouver une place à côté de lui pour devenir quelqu'un aussi. Alors je me dis, je pense un peu à ma grand-mère. Vous savez, ma grand-mère qui disait toujours que quand on a un nom important, quand on a un beau nom, c'est peut-être difficile d'avoir un prénom. Qu'en pensez-vous? Merci Mireille. On répondra à toutes ces questions dans quelques instants. Fais ta valise. Quoi? On prend le premier avion pour Paris, je le ramène chez ta mère. J'étais prêt à avertir la police, je te voyais déjà à la morgue. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, hein? Qu'est-ce que je t'ai fait? Allez, pousse-toi. Je t'offre des vacances de rêve, je travaille comme un bœuf. Ça aussi, c'est pour toi, non? J'ai pas le droit de refaire ma vie. Je dois vivre seul jusqu'à la fin de mes jours. Et tout ça pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai une petite fille égoïste et jalouse. Dis même plus! Quoi? Véro! Mon père ce héros, Marie Gillin et Gérard Depardieu. Alors, je vous propose tout de suite de faire un tour de table pour mieux vous connaître. Et je vais vous poser une question rapide et vous faites une réponse brève, d'accord? Ça va être difficile pour vous, Franck, de sens une réponse brève, non? Non, mais je ferai très court. Alors vous d'abord, Marc Herman, partager son père avec le public, est-ce que cela peut être un traumatisme pour l'enfant? Partager son père avec le public, un traumatisme, ça peut être une difficulté, certainement. Ouais. Ça peut être une difficulté si le père est très souvent absent. Ça peut être une difficulté si il n'entend parler de son père que par la voix de la presse, par la voix des films qu'il voit, etc. Christian VDB, auriez-vous aimé épouser une carrière comme celle de votre père? Est-ce que vous auriez aimé faire de la politique, Christian? Non, pas du tout, parce que j'ai suivi la carrière de mon père de très près, mais disons que la politique ne m'a jamais intéressé et j'ai préféré choisir une autre voie, et plutôt la voie des affaires et pas la voie de la politique. Vous êtes industriel, c'est ça? Industriel. Dans le pâté, c'est ça? Non, pas seulement dans le pâté, dans la salaison. Dans la salaison, voilà. Tout à fait exact. Docteur Dumoulin, un fils de père célèbre a-t-il des chances de devenir célèbre? Il n'a pas de chance particulière de devenir célèbre si on se place uniquement sur le point de vue génétique. Parce que la célébrité, c'est autre chose que quelque chose qui est inscrit dans les gènes. Quel est, Franck, le film de Fernandel, de votre papa, quel est le film de Fernandel qui ressemble le plus au père que vous avez connu dans la vie privée? Je vous dis que j'allais être très bref. Il a tourné 148 films, je veux dire, et il y en a beaucoup que j'aime, mais enfin, disons qu'il y en a un qui fait partie de mes préférés, c'est le film Naïs de Marcel Pagnol, où il jouait un personnage d'une sensibilité exceptionnelle, et je crois que ça a été la preuve que c'était pas seulement un comique, mais un grand comédien. Je crois que ça a été le premier virage du grand comédien qu'il a pris dans sa carrière. Un père, c'est important.
même à mon âge. Le mien, il est parti de chez ma mère, et nous ne le voyons plus. Je voudrais qu'il sache qu'on ne le juge pas. Le savoir vivant est encore pire que la mort, et on a besoin de lui. Voilà, docteur Dumoulin, Christine Dumoulin, vous êtes médecin généticien, généticienne, on peut dire dans le fond. On peut, ça peut se dire. Féminin, oui. Alors, l'hérédité, c'est quoi? Est-ce qu'on est tous, on est, NAIT, tous moitié père, moitié mère? Exactement, oui. Ouais. En fait, il faut bien se rendre compte que chaque être humain reçoit la moitié de son programme héréditaire de son papa et l'autre moitié de son programme de sa mère. Et que ça forme un nouvel être qui est tout à fait différent et du père et de la mère, mais qu'en réalité, on n'est jamais que le fils de son père ou que le fils de sa mère. Alors, quel est le support de notre hérédité? Ce sont les gènes. Alors, c'est quoi les gènes? C'est quoi un gène? Un gène, c'est un tout petit élément qui est responsable du bon fonctionnement de l'être humain. Et donc, nous avons environ entre 50 et 100 000 gènes. Et ces 50 à 100 000 gènes se retrouvent dans toutes les cellules de notre corps. Et ces 50 et 100 000 gènes se mettent ensemble pour fabriquer, par exemple, si nous avons 5 doigts ou si nous avons 6 doigts, c'est à cause de nos gènes. La couleur de nos yeux dépend de nos gènes. Les gènes décident tout, alors? C'est eux qui sont les grands patrons? Ce sont les grands patrons, la base. Ouais. C'est un programme. Et puis, vous avez le programme. Et puis, c'est comme si vous aviez une partition. Si vous avez un programme dans un ordinateur, eh bien, il faut pouvoir, que par l'éducation, par l'entraînement, par l'exercice, donner à ce programme l'occasion de s'exprimer. Par exemple, si je prends des gens qui ont des dons extraordinaires au point de vue de la musique, vous avez des gens qui ont une oreille parfaite, des enfants qui sont capables de reconnaître les sons, de dire, voilà, ceci est un fa dièse, de façon extraordinaire. Mais souvent, ils ne le savent pas. Il faut qu'on le réalise, qu'ils ont ce don parfait. Et à ce moment-là, si on réalise quand ils ont en dessous de 5 ans qu'ils ont ce don, si on leur donne des cours de musique, si on leur donne l'expérience, s'ils s'entraînent, si ça leur plaît, si ça correspond à de leurs souhaits, ils peuvent devenir un grand musicien. Donc il faut d'une part entretenir, quoi, c'est ça? Tout à fait. C'est ça, tout à fait. Il y a un facteur éducatif, quoi. C'est certain. En gros, c'est ça. Et donc on ne devient pas un excellent musicien uniquement parce qu'on a des dons. Et si on n'a pas de don, on ne sera pas un grand musicien, mais il n'est pas indispensable d'avoir une oreille parfaite pour être un grand compositeur. Et tout ça a été étudié. Ça veut dire que les parents qui chantent juste ne mettent pas spécialement au monde des enfants qui vont chanter juste? Pas nécessairement, parce que tous nos gènes, on peut avoir les gènes, mais ils ne sont pas nécessairement exprimés. D'accord. Y a-t-il un gène de la bonne humeur? Disons qu'il est vraisemblable, il n'y a pas un gène de la bonne humeur comme celui-là, mais il est vraisemblable que dans le tempérament de tout un chacun, il y a des prédispositions et que dans les familles où on est habituellement triste, eh bien, on peut, de façon, je dirais, même génétique, avoir une tendance à être plus triste. Mais ce n'est pas un seul gène. C'est en général un grand nombre de gènes qui jouent, plus tous les facteurs émotionnels. Gène de l'acteur? Non. Non. Gène de l'acteur, non. Merci à vous, docteur. Stéphane Stéman, vous êtes là? Oui, oui. Bonsoir Stéphane. Bonsoir, je suis heureux d'être là. Non, mais je pensais au gène de l'acteur. Il y a des acteurs qui sur scène sont sans gène, ça c'est sûr. Stéphane, vous connaissez beaucoup de monde. Vous avez travaillé avec tout le monde le et père de Franck. Ça me ravit de rencontrer des fils connus de pères célèbres. Ouais. Parce que je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais c'est très agréable quand même. C'est très agréable pour le futur, quand on est petit, et c'est très agréable pour le passé, même quand on ne les a plus. Il vaut mieux les avoir. C'est très agréable, c'est une chose merveilleuse, c'est très riche. Alors Franck, je l'ai connu il y a 20 ans, on se connaissait bien, on a fait beaucoup de choses ensemble. Je croyais que vous alliez dire en culotte courte. Et j'ai même connu son papa avec qui j'ai travaillé en 1959 à Bruxelles, au cinéma des variétés. J'ai rencontré directement quelqu'un qui m'a dit, j'étais dans la salle. J'ai travaillé avec son papa, c'est une chose extraordinaire. Et maintenant de rencontrer le petit-fils qui est fabuleux. Hein. Ouais. Je vous dis que ça. Alors, voilà, je connais toute la famille, c'est très gai. Et puis je connaissais pas le fils VDB, mais je connaissais bien le père que j'aime beaucoup, et je crois que le fils, il est pas mal. Et on a le fils Goutals dans le public. Et le fils Goutals, oui, lui est venu voir la revue, et j'ai dit qu'il imitait son père, il est déjà venu voir, et tout ça y est. Dans le fond VDB, vous voyez que vous avez un peu de football ce soir ici aussi. Ça vous énerve, vous voulez bien vous calmer. Est-ce que, c'était vos têtes de
turc, VDB, Goutal, tout ça. Et Fernandel, vous l'avez imité? J'aime pas le mot tête de turc, parce que tête de turc, c'est toujours se moquer. Moi, j'imite pas toujours pour me moquer de quelqu'un. J'imite quelqu'un parce que je l'aime bien souvent. Et parce que ce quelqu'un est connu, parce que ce quelqu'un a une manière de parler que j'aime beaucoup. Et est-ce que vous avez imité Fernandel, Stéphane? J'ai pas imité Fernandel, non, parce que voilà. Alors là, pour imiter Fernandel, il y en avait beaucoup qui le faisaient. Fernandel est un classique, évidemment. Et tous les imitateurs de mes débuts, ceux qui étaient les grands imitateurs de mes débuts, des Jean Raymond, des Jean Valton, etc., imitaient Fernandel. Alors j'ai toujours eu horreur d'être le moins bon à faire quelque chose. Et comme j'estimais qu'ils avaient beaucoup de talent, je me suis pas risqué à faire Fernandel. Évidemment, ça paraît facile d'imiter Fernandel, parce qu'il suffit. Et alors, dis donc, ça paraît facile, mais ce ne l'est pas du tout. Il y en a beaucoup qui le ratent. Et VDB, comment vous faisiez? Écoutez, là, je ne vais rien dire, mais je n'en pense pas moins. Et la réplique à Goutal, alors? Goutal? Ouais. Ah, j'imite pas Goutal, là. Non, Goutal, c'est pas moi qui l'imitais dans la revue, d'ailleurs. Non. C'est pas moi, c'était un autre. D'accord. Non, je sais pas, moi. Vous me donnez un ballon, ça, éventuellement. Mais sans ballon, Alors, non. Stéphane Seeman, vous avez attrapé le virus artistique grâce à votre papa? Stanislas André Steeman. Je crois qu'on subit quand même l'influence de son papa, c'est sûr, et de sa maman. Donc il était écrivain, pour ceux qui ne savent pas, votre papa. L'assassin habite au 21, c'était votre papa? Ah ça, l'assassin habite au 21, ça a été ma jeunesse, parce que à l'école, tous les gosses s'amenaient avec les bouquins de leur père pour faire signer. Et moi, j'étais à peine conscient que c'était son métier, moi. J'étais le dernier à savoir que mon père était écrivain. Pour moi, il faisait un métier emmerdant, parce qu'on habitait un très petit appartement au Val-de-la-Cambre, et chaque fois ma mère disait silence, ton père travaille. Ce qui fait qu'on m'envoyait chaque fois me promener et aller jouer à l'abbaye de la Cambre. Ce qui fait que c'était pas un métier rigolo, et j'étais pas tellement conscient que c'était le métier de mon père, écrivain. Mais ce que je sais, c'est que tous les gosses dans les classes avaient lu mon père avant moi. Et moi, j'étais, je crois, le dernier à lire ses romans policiers, et j'étais en tout cas son désespoir, parce qu'on parlait tout à l'heure d'hérédité. J'étais son désespoir parce que je faisais 40 à 50 fautes d'orthographe par page, et ça, il en avait honte. Il s'est dit comment? Parce que lui qui était puriste et qui aimait écrire un très bon français, l'idée d'avoir un fils qui faisait 50 fautes d'orthographe, ça le rendait malade. Je me suis rattrapé. Maintenant, quand même, j'en fais plus que 45. On voit des photos de vous avec votre papa. C'est bizarre, vous n'aviez pas de cheveux à cette époque-là? J'en avais moins, vous allez voir. Et un jour, ça vous arrivera aussi, et vous les retrouverez comme par enchantement aussi. Est-ce qu'il était envahissant, votre papa, Stéphane? C'était un homme difficile, sûrement. J'en juge par les réactions de ma mère, parce que mon père a divorcé, mais je crois que c'était un homme très difficile. C'était un homme très très difficile, oui. Je l'ai connu après, d'homme à homme. Ça, c'était parce que on vit deux époques quand on a la chance de garder son papa. Moi, je l'ai pas gardé assez longtemps, mais on vit l'enfant avec un père célèbre. On n'est pas toujours très conscient de ça. Heureusement, hein, d'ailleurs, heureusement. Et puis après, petit à petit, alors, on se rend compte ce qu'il a fait. On commence à admirer son œuvre. Et à ce moment-là, ça devient intéressant parce qu'on a des contacts d'homme à homme. Et ça, je les ai eus, mais pas assez, évidemment. Et est-ce que vous pensez tous les jours à votre père? Tous les jours. Oui, parce qu'en plus, je suis collectionneur, ça, Hervé, vous le savez. Alors, je suis collectionneur. J'ai commencé par collectionner Sacha Guitry. Bon, qui est mon idole. Sacha Guitry, on revient à Fernandel, puisque Sacha Guitry a été le premier à prendre Fernandel dans un film, Le Blanc et le Noir. Franck un peu la culture. Et donc, c'est plus que moi. En fait. Ah oui, mais ça je l'ai déjà dit. Alors Sacha Guitry, donc ça a été ma première idole. Hergé a été ma deuxième collection, mais je collectionne également mon père. Les affiches que je recherche maintenant, alors je recherche des affiches de Quai des Orfèvres, je les ai pas toutes, je recherche encore j'en ai beaucoup. Alors chez moi, il y a le coin Hergé, ça c'est les coins, il y a le coin Stanislas André Steeman, et c'est sûr que je vis. Oui, parce que je suis son fils, je dirais presque unique. Alors je suis obligé malgré tout, parce que j'ai un demi-frère aussi, mais je suis obligé, moi le collectionnant, d'être là quand on fait l'intégrale de Steeman, comme on vient de faire, d'être là pour les documents, d'être là pour aider à donner certains détails de la vie, etc. C'est passionnant. Maintenant, avec votre regard d'adulte, est-ce que votre enfance a été heureuse? Je ne me plains pas de mon enfance, mais je crois qu'elle n'a pas été heureuse. Mais ça dépend laquelle. La petite enfance, c'était pendant la guerre. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on était vraiment heureux pendant la guerre? On se rendait pas bien compte. Non, je n'ai pas la sensation d'avoir eu une enfance ni heureuse ni malheureuse. Non, non. Aucun bon et aucun mauvais souvenir. Vous n'êtes pas père, ça vous manque? Je suis pas père? Si.
Vous avez combien de filles? Quoi, j'ai une tête impuissante. J'ai 2 filles. Vous avez 2 filles. J'ai 2 filles. Comment vous êtes? Est-ce que vous êtes le même, Stéphane, avec vos filles? Est-ce que vous étiez le même quand elles étaient petites avec vos filles que votre père a été avec vous? Non, c'est-à-dire que mon père, moi, de toute façon, je n'ai vécu avec lui que jusqu'à l'âge de 13 ans. À partir de 13 ans, mes parents ont divorcé, ce qui est toujours regrettable, évidemment. Ce qui n'est jamais un cadeau pour un enfant, le divorce. Hein. Alors, à partir de ce moment-là, mon père, j'ai continué à le voir en été à la Côte d'Azur où il habitait Menton. D'ailleurs, sa deuxième épouse est toujours à Menton. Ce qui fait que j'ai pas pu avoir il m'a pas pu m'influencer comme il aurait dû. Mais, chaque fois que j'allais le voir quand même, pendant 1 ou 2 mois, pendant l'année, il s'intéressait beaucoup à ce que je faisais. Il me corrigeait mes textes, il me disait, tu vois, il faut le mot juste, il faut ceci, il faut cela. Il m'a beaucoup appris. Pas assez, bien entendu. Alors moi, je suis avec mes enfants, j'essaie de ne pas être emmerdant, j'essaie de les laisser faire. Ça sert à rien, je crois. J'en pense pas moins parfois, mais je me tais. Merci Stéphane. Entre autres, c'est vrai, parce qu'il y en a encore beaucoup d'autres. Alors, vous pouvez intervenir dans l'émission, vous le savez, chers amis, grâce à notre sondage express. Auriez-vous aimé avoir un père très connu? Est-ce que vous auriez aimé avoir un père très connu? Alors, si vous voulez dire oui, vous formez le 070 344 717. Et si vous voulez dire non, vous formez le 070 344 718. Nous n'avons à ce jour aucun cycle de vie de mon père. Contrairement à certaines informations, nous n'avons aucun contact avec les ravexeurs, donc aucune négociation n'est en cours. Voilà, alors Christian Van den Brunans, ça c'est Brunans, comment on dit exactement? Parce que... Van den Brunans. Voilà, oui. Répétez-le un peu, Franck. Van den Brunans. Oui. C'est à peu près ça, oui. Non, c'est pas simple à prononcer. Non, dites VDB. Oui, ouais. VDB et j'ai encore l'accent. Ouais. Est-ce que c'est à cause, en fait, Christian, c'est à cause de cet événement tragique que le grand public a connu votre visage et vous a découvert? Alors, ça a été un moment tragique dans votre vie, c'est un événement de votre papa. Alors, on va en parler. Dites-moi un peu, fils de VDB, est-ce que ça a été facile à porter dans votre vie? Moi, je pense que d'abord, la première réflexion, je crois que c'est une grande fierté de pouvoir porter le nom d'un homme qui a eu la carrière qu'il a eue, une carrière exceptionnelle. Ça d'une part. D'autre part, il est clair, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'il est très difficile de se faire un prénom à côté d'un père qui a, comment dirais-je, cette expérience et cette prestance qui incontestablement fait beaucoup de place, prend beaucoup de place. Est-ce que vous en avez voulu à un certain moment de votre vie d'être un personnage public? Non, absolument pas. Je crois qu'il a choisi sa carrière et il a choisi sa voie. Et je crois que en tant qu'enfant, on doit accepter le fait que son père ait choisi une certaine voie. Et à ce titre, toute la famille, mes sœurs et moi, respectons totalement le fait qu'il soit un homme public, avec les avantages et les inconvénients. Est-ce qu'à un certain moment de votre vie, vous avez craint peut-être de ne pas être à la hauteur de votre papa, en pensant, bon, je serai jamais comme lui, et que ça vous a fait du mal?
Non, je crois que d'abord mon père n'a jamais souhaité que je sois comme lui. Je suis différent de lui. D'ailleurs, déjà physiquement, on est différents l'un de l'autre. Il est clair que je crois qu'on hérite d'un certain nombre de qualités. Des jeunes. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. Mais je pense que moi, personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai choisi de faire ma propre voie et pas de suivre mon père, alors qu'en politique, il aurait été facile pour moi de pouvoir lui succéder, et facilement. Mais je pensais qu'il valait mieux faire ma voie de mon côté et essayer justement de me faire mon prénom dans autre chose que la politique. La politique, ça vous plaît ou pas? Je veux dire, vous êtes un fou de politique ou pas du tout? Non, je suis la politique parce que la politique m'intéresse, certainement, la politique m'intéresse, mais disons que la politique, l'ayant vécu de très près par mon père, je crois que la politique c'est un domaine particulier, il faut être mordu, comme on dit, de politique. Si on veut faire carrière en politique, il faut vraiment aimer ça. Et ça, je ne suis pas mordu de politique, donc je ne commencerai pas parce que je crois qu'à certains égards, c'est souvent très ingrat. Et je crois que mon père, d'ailleurs, dans la deuxième partie de sa carrière, en a très fort souffert, ainsi que toute sa famille. Et quand vous étiez petit, est-ce que VDB vous prenait sur ses genoux? Est-ce que votre papa était un père tendre ou alors c'était un père occupé qui donnait peu de temps aux enfants? Non, mon père a toujours été fort présent à la maison. Il a toujours, je crois que les plus beaux moments, c'était les moments de vacances où il a toujours privilégié les vacances. Il a toujours estimé que les vacances étaient un moment qu'il fallait protéger. Et toute la famille, mes sœurs et moi-même, on a toujours passé d'excellents moments de vacances ensemble. C'est mes plus beaux souvenirs de jeunesse. Alors quand votre papa a été enlevé, est-ce que vous avez senti à ce moment que sa vie reposait sur vos épaules et sur votre action à vous? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait une forme de revanche par rapport à votre papa? Et que c'est vous qui alliez le sauver? Non, c'est pas du tout un sentiment de revanche. Je crois que le premier qui s'est sauvé dans tout ça, c'est lui-même. Par sa force de caractère, par sa force de persuasion. Moi, j'ai essayé de mon côté de tenir la famille, tout ensemble face à cette épreuve, ce qui n'était d'ailleurs pas, simple. Et je crois que j'ai été mis à l'avant-scène tout à fait malgré moi. J'étais pas du tout préparé à ce genre de choses, parce que la presse a été, un interlocuteur à certains égards, et certainement dans le cas d'RTL, des interlocuteurs valables et agréables. Mais dans d'autres cas, ça a été, certains journalistes ont fait énormément de tort et ont amené un certain nombre de choses sur la place publique qui n'étaient inexactes. Et ça nous a fait beaucoup de mal. Oui. Vos relations avec VDB, avec votre père, est-ce qu'elles ont changé depuis cet enlèvement? Est-ce qu'il y a eu autre chose? Non, je crois qu'il a été très étonné du fait que je m'étais, ainsi dire, bien adapté à ce problème médiatique de tout ça. Il a été très surpris par ça. Et disons que, au fond de lui-même, il a été... Il a découvert un autre fils, là, quand même. Oui, si vous voulez, mais je crois qu'il a surtout été, surpris agréablement par le fait qu'on s'était pas mal débrouillé sans lui. Alors, question VDB, ma dernière question, est-ce que vous fumez la pipe? Non, je ne fume plus depuis 7 ans. Donc ce n'est pas héréditaire, madame? Non, c'est pas héréditaire. Ouais. Je lui conseille d'ailleurs d'arrêter. Mais... Quelle est la plus grosse qualité de votre père? Ce sera la dernière question, véritablement. Je crois qu'il a... Je crois que la principale, c'est le respect de la parole donnée. Et c'est ce qui nous a inculqué à toute la famille. Et je crois que ça, c'est vraiment sa plus grande qualité. Merci à vous d'être intervenu. Guy Goutal, c'est avec nous aussi, il est dans le public. Bonsoir, fils du célèbre Raymond. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, très bien. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce qu'il vous a donné le virus du foot, votre père? Oui, certainement, puisque je me suis lancé dans l'arbitrage dès l'âge de 18 ans. Et vous voyez, nous sommes restés dans le contexte du football.
Est-ce que vous étiez fier de votre père quand vous étiez enfant, et encore maintenant? Non, nous sommes relativement simples et d'une modestie, je dirais, commune, ce qui fait que, disons que le problème essentiel s'était dressé dans le monde du football. Lui en a fait sa profession. Je dis, pour moi, l'arbitrage est un hobby. Guy Goutal, si vous aviez un reproche à lui faire, un reproche d'enfant, quel serait le reproche que vous feriez à votre papa? C'est peut-être un homme fort conservateur. Je crois que c'était un des reproches qui lui a été formulé lorsqu'il était entraîneur. Il s'en tient à certaines compositions types. Et je crois qu'effectivement, bon, ça présente bien souvent des qualités, mais également certains défauts dans certaines circonstances. Est-ce que vous avez souffert de ses absences? Non, moi pas personnellement. Encore, c'était un homme donc fort occupé. Au sein du milieu familial, il était très peu présent. Il avait toujours une mission extérieure et comme j'ai déjà déclaré à pas mal de gens de la presse écrite, c'est un homme qui vit sur Saturne. Il vit avec son ballon et bon, il est très peu présent au sein du milieu familial. Et ça n'a pas été difficile? Pas spécialement, non. Je dois dire que je m'en suis très bien tiré, tout seul, sans son appui. Vous avez des enfants? Je n'ai pas d'enfants. Vous n'avez pas d'enfants. Parce que j'allais vous demander si vous étiez le même. Non, nous sommes totalement opposés. Lui est un homme passionné. C'est un homme qui s'est, je dirais, pleinement réalisé au sein de sa passion, alors que moi, je suis beaucoup plus calme et posé dans la vie courante. Si je vous demandais, vous êtes face camarade, de le remercier maintenant, ça serait comment? Mais je crois que je dois tout d'abord le féliciter pour toute l'œuvre sportive qu'il a réalisée au sein des nombreux clubs qu'il a entraînés, tant au sein d'Anderlecht que du Standard et maintenant de l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'on dirait, mais le fils Goutal, qu'est-ce qu'il dirait pour remercier son père? Ça, c'est ce que le public dit. C'est un homme droit. C'est un homme droit et en qui on peut avoir une confiance totale. Et lui faire un reproche, ça serait lequel? Je n'en ai pas tellement, je vous ai dit, peut-être un peu conservateur en certaines circonstances, mais je crois qu'il a très peu d'éléments négatifs. Eh bien voilà, je suis là pour rendre hommage à mon papa. Je dois reconnaître une chose, c'est que lorsque j'avais moins d'1 an, mon papa à moi est décédé. Et maman a connu une autre personne, et cette autre personne m'a accepté dans la famille, a recréé une autre famille avec maman. J'ai eu 2 autres frères. Et je voulais tout simplement lui dire un grand merci parce que je n'ai jamais eu, moi, de différence entre mes 2 frères. Je dois même dire qu'au contraire, parfois je me sentais mieux qu'eux. Et en même temps, disons que ça peut prouver à certaines personnes qui se trouvent seules avec un enfant, soit suite au décès du papa ou le père est parti, qu'il y a toujours moyen de trouver quelqu'un qui ne fait aucune différence entre l'un et l'autre. Donc je reviens un peu au fait, j'avais moins d'1 an et pour moi je l'ai toujours appelé papa, je l'ai su très tard et je voulais lui dire un grand merci, lui dire que, bon au départ ça me faisait peut-être un peu bizarre mais je suis très contente qu'il m'a donné son nom, ça prouve encore qu'il m'aime lui aussi et que même si parfois, bon il a à la limite parfois mauvais caractère et très difficile à comprendre ou à montrer lui-même ses sentiments. Et c'est pour ça que j'ai tenu à être à la télévision ce soir, parce que c'est une façon pour moi de pouvoir lui dire « je t'aime, papa ». Des témoignages à la gloire des papas ce soir. J'ai le plaisir d'accueillir au téléphone, en direct depuis la Provence, Frédéric Pagnol qui est avec nous. Bonsoir Frédéric Pagnol. Bonsoir. Alors Frédéric Pagnol, est-ce que la gloire de votre père vous a un jour embêté? Une fois, oui. Une fois, lorsque j'étais en terminale, on m'a demandé de commenter un texte qui était justement de mon père et qui était tiré de Topaz. Je n'étais pas très à l'aise là. Marcel Pagnol, votre père, Frédéric Pagnol, avait une grande passion pour son papa, lui, votre grand-père, donc Joseph. Quel est votre sentiment, vous, vis-à-vis de votre père, Frédéric Pagnol? Je crois que c'est tout à fait comparable, mais peut-être avec une dimension en plus, du fait de ce qu'il a réalisé. Frédéric Pagnol, vos enfants, je crois, vous avez 3 enfants, je crois qu'il y a Louis-Laurent, Nicolas et Stéphanie. Sont-ils fiers de leur grand-père?
Ah, très, oui. Ouais. Absolument. Et qu'est-ce qu'ils en disent de leur grand-père, Marcel Pagnol? Ben, c'est-à-dire qu'ils l'ont étudié d'abord. Oui. À l'école. Et puis, ben, il regrette beaucoup de ne pas s'en souvenir mieux. Ils l'ont connu, mais ils étaient très jeunes. Est-ce que porter le nom de Pagnol, c'est difficile? Aujourd'hui encore? Ça dépend. Non, je ne pense pas. Si on ne fait pas si on ne veut pas faire la même chose, ça ne pose pas vraiment de problème. Merci en tout cas à vous, Frédéric Pagnol, d'avoir... Je veux dire une chose, Frédéric, je te fais la bise. Je t'embrasse de Bruxelles. Merci en tout cas à vous, Frédéric Pagnol, d'avoir évoqué la gloire de votre père. Et il y a Vincent aussi qui vous embrasse. Merci, Frédéric Pagnol. Bonsoir. Bonsoir. Mon père était instituteur public. Prenez de la peine, c'est le fond qui manque le moins. Il s'appelait Joseph. Sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants. Sa voix était grave et plaisante et ses cheveux d'un noir bleuté ondulaient naturellement les jours de pluie. Nos parents, un trésor est caché dedans. L'âge de mon père, c'était 25 ans de plus que moi et ça n'a jamais changé. L'âge d'Augustine, c'était le mien. Parce que ma mère, c'était moi et je pensais dans mon enfance que nous étions nés le même jour. Oh là là. Je suis papa. Et c'est un garçon. Superbe. Alors, Franck Fernandel, merci d'être avec nous. Je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc Vincent est avec vous. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous allez être un nouveau papa bientôt? Oui, encore une fois, oui. Ouais, c'est bien. J'ai fait des choses au tard, mais je les fais bien. Alors, est-ce que ça a été simple à vivre, fils de Fernandel? Écoutez, moi, je vais vous dire, alors, moi, c'est d'une simplicité extraordinaire. D'abord, je suis allé à l'école comme tout le monde. Et je m'appelais Contandin parce que c'était le nom de famille. Bon. Donc on ne savait pas à l'école que mon père c'était Fernandel. Moi je suis né en pleine période Marcel Pagnol, c'est pour ça que j'ai amassé Frédéric tout à l'heure, qui est beaucoup plus jeune que moi. J'ai grandi avec les Rémus, avec les Pagnol, avec les Andrex, avec les Rélis, etc. Donc je veux dire, ça a été un parcours totalement logique. Bon. Et je me destinais pas du tout à faire ce métier. Et un jour, mon père a eu un film à tourner en Italie avec Gino Cervo. On n'a pas trouvé le personnage pour jouer son fils. Et le producteur a dit, écoutez, prenez le vrai. Puisqu'il fallait quelqu'un avec l'accent du Midi, parce que ma sœur aînée, Josette, avait fait un film quand elle avait 10 ans. Elle avait fait un film avec votre papa. Oui, mon père, mais il lui a interdit de continuer, par contre. Et moi, j'ai dit, je veux bien, ça me fera souvenir, je pourrais le dire à mon fils ou à mes petits-enfants, etc. Après, on m'a proposé une pièce de théâtre. Je dis, écoutez, mais je suis pas comédien, je veux pas faire du théâtre. Et on a insisté, j'ai joué la pièce de théâtre. Après, on m'a dit, vas-y, que vous chantiez. J'ai dit, oui, mais dans ma salle de bain, on va faire un disque. Et puis tout s'est embrayé comme ça. Et nous voilà ce soir, je veux dire. Alors, en fait, je crois que, si vous voulez, mon père, dans ma vie, a été un exemple exceptionnel. Mais vous le dites maintenant avec votre regard d'adulte, mais quand vous étiez enfant? Mais quand j'étais enfant, il était absent parce qu'il tournait beaucoup. Je veux dire, bon. Et c'est vrai que quand il est parti, j'avais 35 ans. J'ai eu une sensation de vol. Parce que je me disais, je vais enfin la voir comme étant un vieux monsieur, tranquille, qui va plus tourner, qui va plus travailler. Bon. Mais malgré qu'il ait été absent, de partout d'où il était, il supervisait toujours tout. C'est-à-dire, soit à l'écrivain, pas commode, hein, soit... non, mais il m'a donné le sens des valeurs, c'est-à-dire que la cravate que je porte aujourd'hui, je suis content de l'avoir, parce que je l'ai gagnée. Je veux dire, il disait, quand on s'achète quelque chose, il faut l'avoir gagné. Et je veux dire, ça, c'est un conseil formidable. Si vous commencez dans la vie avec, je ne veux pas faire de publicité, mais une somptueuse voiture qui vaut 100 briques, je veux dire... À 40 ans, qu'est-ce que vous voulez avoir? Je veux dire, mon père disait toujours, et je suis d'accord avec lui, on ne fume pas 2 cigarettes à la fois, on n'habite pas 2 appartements à la fois, on ne conduit pas 2 voitures à la fois. Pourquoi Franck, c'est joli, pourquoi Franck avoir gardé le nom Fernandel? Parce que ce nom, il appartient quand même au public. Oui, non, mais je vais vous dire, d'abord, c'est un nom légal. Et ensuite, quand j'ai commencé dans le métier, parce que c'est mon père qui m'a poussé à faire ce métier. Avant de le faire, je dis, qu'est-ce qu'il me pense? On me propose ça, on me propose ça. Il m'a dit, fais-le, c'est le plus beau métier du monde. Bon.
Alors, j'ai dit, si je prends un pseudonyme, je le renie. Et comme c'était un homme extrêmement sensible, que c'était un bon père de famille, un bon mari, qui avait tout réussi dans sa vie, si j'avais pris un pseudonyme, il aurait été très malheureux. C'est-à-dire, il aurait dit, pourquoi il veut pas s'appeler Fernandel? Et moi, j'aurais dit, mais pourquoi je veux qu'on ne sache pas que mon père, c'est Fernandel, que je veux dire, moi, je pense pas à l'ombre du père, je pense plutôt à la lumière du père. Quand un père vous apporte tout ce que mon père m'a apporté, je veux dire, il m'a fait faire, j'ai fait mille choses dans ma vie à cause de lui, parce que je l'ai vu faire. Et Franck, quand vous étiez pitchoun, quand vous étiez petit, comme on dit chez vous, pitchoun, hein, est-ce que vous n'en avez pas voulu au public d'avoir pris votre père, de l'avoir trop pris? Pas du tout, je veux dire. Moi, quand vous étiez petit, hein, comme Vincent. Non, je veux dire, pas du tout. Je regrettais qu'il soit absent, mais j'étais heureux de savoir que les gens aimaient mon père. C'était formidable. Je veux dire, même maintenant encore, il y a plein de gens qui ont connu mon père alors qu'ils l'ont croisé dans les clous. Je ne sais pas combien de services militaires il a fait dans le caserne. Mais tout ça pourquoi? Parce que mon père était un homme qui était aimé par les gens, parce que c'était un homme qui avait envie d'être aimé. Bon, et il était aimé. Bon, et quand, même petit, j'allais avec lui, parce qu'il avait des passions tout d'un coup, il disait je vais faire les commissions, il prenait la voiture, je partais avec lui, on allait acheter de quoi bouffer pendant 8 jours, bon ça lui plaisait, les gens, Fernandel, c'était fabuleux, ça faisait l'attroupement. Moi je regardais ça ravi, j'ai dit mais c'est magnifique d'être aimé comme ça par les gens, cette espèce d'affection. Et ce qu'il y a de magnifique encore après, c'est que il y a eu lui, il y a eu moi, il y a mon fils, et le public continue cette affection familiale. Je veux dire, et ça c'est beau. Et vous racontez tout ça dans un bouquin qui s'appelle Fernandel de père en fils, chez Taillandier. Toute la vie de Fernandel, toute votre vie avec votre papa est racontée dans ce bouquin. Si vous voulez, c'est un livre qui se démarque de tout ce qui a été écrit sur lui, qui étaient des biographies ou des filmographies qui étaient très bien faites. Mais ça, c'est l'histoire d'une famille. C'est l'histoire du cœur, quoi. L'histoire de la famille Fernand Contendin, c'est un livre qui marche très bien parce que toutes les familles se retrouvent dedans, quoi. C'est un livre que mon père aurait aimé écrire, je l'ai écrit à sa place, dites-vous, en préface. Exactement, parce que, en fait, si vous voulez, je suis pas écrivain. Quand on m'a proposé d'écrire un livre, d'abord, j'ai eu la pudeur pendant 20 ans de pas le faire, de peur qu'on croie que je faisais une exploitation commerciale. Mais au bout de 20 ans, j'ai dit, je peux le faire. Et j'ai pas écrit, j'ai raconté, je crois. Et je crois que les gens ont aimé ça, parce qu'ils ont retrouvé Fernandel par rapport à ce que j'ai raconté. Vous avez tout dit dans le bouquin? Oh non, il faudrait encore... Alors, il était quand même emmerdeur, certaines fois, Fernandel. Hein non, mais il gueulait un peu, quoi. Il était méridional. Il était pas tendre, hein. Alors, vous pouviez tout faire à la maison, mais vos sœurs, rien du tout. Hein, non, vous savez, c'était l'époque où, il y avait le rouge à lèvres, le bikini, ça, il n'aimait pas, hein, rouge à lèvres. Ah non, mais c'était l'époque où tous les pères étaient comme ça. Mais par contre, moi... vous pouviez tout faire. Alors, moi, au plus j'en faisais, au plus il était content. Est-ce que vous vous êtes jamais senti un peu fils à papa? Ah, jamais. Non. Jamais, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, j'ai toujours travaillé. Mon père, il m'a dit, écoute-moi, tu as ton lit, ta chambre, ton couvert et la maison. Hein, il m'a dit. Et puis maintenant, tu fais comme tu veux. Et tu fais ta vie. T'as faim, tu viens manger. T'as sommeil, tu viens dormir. Tu veux passer 8 jours à la maison, tu viens passer à la maison. Donc je me suis jamais senti fils à papa. Et en fait, je veux dire, il m'a appris à gagner ma vie, à travailler. Et grâce à lui, je le répète, j'ai fait dans ce métier artistique, puisque j'ai fait le même par hasard. Je dis bien, j'ai fait comme Gabin. Et c'est Florence qui me l'a raconté, sa fille. Florence Mongranger, la fille de Jean Gabin, qui disait que Gabin, toute sa vie, a été comédien et a pensé qu'il allait changer de métier toute sa vie. C'est vrai? Oui. Il disait un jour je serai directeur, PDG, mais je ne ferai pas le comédien toute ma vie. Il a pensé ça toute sa vie. Alors que mon père, non. Par contre, lui, il voulait être que ça. Marc Herman, est-ce que vous qui êtes psychanalyste, est-ce qu'un fils souffre comme ça d'avoir un père trop connu? Pas nécessairement. Il peut souffrir d'avoir un père trop connu si, comme je le disais tout à l'heure, il n'entend jamais parler de son père que par la voie de la presse, par la voie des films, mais que son père n'est pas là, son père est absent, son père il n'existe pas ailleurs que dans le discours social. Là, il peut souffrir effectivement, parce que un père comme ça, à l'écran tout le temps, c'est pas un père. Un père, c'est comme il le disait, enfin, quelqu'un qui peut foutre une taloche ou un coup de pied au cul, pousser une gueulante.
Et aussi pouvoir dire, mais voilà, tu as ton couvert, tu as à la maison et tu fais ce que tu veux. C'est ouvrir un espace de liberté, c'est pas être quelqu'un qui est toujours là derrière en disant, écoute, toi tu seras comédien, hein, n'oublie pas, répète, apprends des textes, puis alors... Et m'en parle, non, c'est vraiment ouvrir un espace de liberté. C'est vrai que si on est né comme monsieur dans une ambiance, dans une atmosphère où il est tout le temps en question, où on voit des acteurs, on voit Rému, enfin bon, moi enfant, c'est vrai que Rému c'était quelqu'un, Fernandel c'était quelqu'un. Enfin, je voulais vous poser la question d'ailleurs, enfin, moi le film de votre papa qui me plaît le plus, c'est Le Voyage du Père justement. Ah, c'est un très très beau film, absolument. Qu'est-ce que ça touche en vous d'avoir vu comme ça Fernandel incarner un père dans une histoire finalement dramatique? Et vous savez, je crois que mon père, comme tous les grands de cette époque, étaient des comédiens d'instinct. Je crois que dans ce film, il a joué comme si c'était sa véritable histoire. C'est ça. Je crois que si ça lui était arrivé dans la vie, il aurait traduit la même chose, je veux dire. Il a traduit, si la situation s'était produite dans sa vie, ça aurait été le film, quoi. Est-ce que le père qui est tout puissant comme ça, est-ce que c'est bon? Parce qu'il faut que le père soit un peu impuissant pour qu'il soit crédible, non? Et là, quand même, chez Fernandel, c'était un père puissant. Tout puissant, non. Impuissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que le père soit impuissant pour être crédible. Non, il faut qu'il puisse témoigner que l'échec existe, qu'il a pu échouer, qu'il a pu se planter, qu'il a pu se tromper. Il le faisait, Fernandel, ça? Ah ben moi, je lui disais, papa, t'as fait une navet, quoi. J'ai dit, carrément, ça le foutait un pétard. Vous mettez de baffe, là, ou quoi? Non, chaque fois, il faisait un chef-d'œuvre, c'était formidable, je veux dire. Tous les films qui tournaient, c'était un chef-d'œuvre. Alors nous, on avait droit au film avant, pendant le tournage et après, et on allait le voir en salle. Et il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, il disait d'ailleurs lui-même, j'ai fait des navets et j'ai même fait des concombres. Donc, il était lucide. Et en fait, on allait le voir le film, et alors on avait eu avant, alors c'est formidable, c'était extraordinaire, puis on arrivait, la famille, je veux dire, moi je ne regardais pas manger Fernandel des spaghettis, comme l'aurait regardé, bien sûr, quelqu'un du public, c'était mon père, hein, c'est ça qui est très différent. Bon, le regard est très différent, on disait, papa, t'as fait une navet. Ça le foutait, là, je le collais épouvantable. Comment vous, ma famille, vous me dites que j'ai fait une navet? Je dis, mais si c'est pas nous qui te le disons, qui va te le dire? Bon. Ceci dit, ils sortaient toujours vainqueurs, parce qu'on disait, le film est pas bon, mais Fernandel, il est formidable. Est-ce qu'il ferait, s'il était encore tout le monde de votre papa, est-ce qu'il ferait encore ce métier? Écoutez, je crois qu'il avait tellement tourné. Quand il est parti, vous aviez 35 ans, plus ou moins. 35 ans, oui. Et je veux dire, tout à l'heure, quand vous posiez la question en disant s'il est très présent, mon père est un homme extrêmement présent dans ma vie, mais présent tous les jours dans beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, surtout dans les bonnes choses. Je crois que ce sont des bienfaiteurs de l'humanité. Je veux dire, mon père, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Il a tout réussi, c'était un bon mari, un bon père de famille, il a fait rigoler les gens, il les a fait pleurer. Je veux dire, je crois que les gens qui s'en vont, je ne crois pas qu'il y a simplement qu'une tranche de vie, ce serait une punition. Je ne rentre pas dans les considérations mais ils doivent être quelque part, je veux dire. Et quand on les aime, qu'on continue à les aimer, et qu'on leur fait du bien, ils vous font du bien. Et mon père me fait du bien à mon fils. Vous lui parlez, votre père? Ah ouais, des fois, j'ai dit, écoute, alors ça m'embête, alors qu'est-ce que tu fous, alors? Fais quelque chose. Parce que je suis sûr que nous vivons une société difficile, et je suis sûr que le bon Dieu qui a l'univers à gérer, qui les a tous autour de lui en haut, de temps en temps, il doit leur dire, dites, venez un peu me raconter une histoire, me chanter une chanson, ça doit l'aider. Est-ce que vous ne regrettez pas de ne pas l'avoir connu grand-père, et de ne pas l'avoir connu avec des cheveux blancs? Oh là 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 là, ça je vais vous dire, ça c'est quelque chose, ce que je regrette. Je regrette de ne pas l'avoir eu, oui, grand-père, un vieux monsieur qui ne tourne plus, qui ne fait plus de cinéma, qui soit tranquille dans la villa des Mille Roses à Marseille, qui était un endroit qu'il adorait, une villa qu'il a achetée en 1934, que je continue à habiter, parce que à chaque coin des allées, il y a un souvenir exceptionnel. J'ai eu une tristesse infinie, et cette tristesse continue. Mais c'est peut-être ça qui fait qu'il est extrêmement présent dans ma vie. Et ce que je regrette le plus, c'est qu'il n'ait pas connu Vincent, mon fils qui est là. Parce que comme on dit dans le Midi, ils auraient été gaga tous les deux. Une autre facette du père, celle que Gainsbourg a voulu donner avec un film avec sa fille Charlotte.
curieuse démarche de l'artiste, là, Marc Herman. Hein. Oui, mais c'est quoi ça? C'est Lemon Incest, c'est ça? Oui, Charlotte Forever. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un clip extraordinaire. Hein. C'est un extrait de son film, ça. Hein. Ah, pardon. Mais je trouve que c'est vraiment montrer ce que c'est que l'enjeu de l'adolescence. C'est vraiment montrer que la question de l'adolescence, c'est l'amour à mort. Hein. Et devant un père comme lui, enfin, qui a eu une liberté de parole, de pensée, de plume exceptionnelle, ça ne doit pas être simple, loin de là. Hein. Je me demande si Charlotte aurait pu faire autre chose que ce qu'elle a fait et devenir qui elle est et comme elle est. Franck Fernandel, est-ce que vous vous sentez investi, vous, d'une mission, la mission de perpétrer le nom de votre papa? Il faut être digne de porter un nom célèbre. La mémoire de votre père. Oui, absolument. Et je veux dire, je crois que je crois que je l'ai bien fait, et je crois que j'ai un fiston qui continue à bien le faire. Et ça, pourquoi? Parce que il me l'a appris, tout simplement, et parce que on se ressemble. Là, on peut trouver. Il y a des ressemblances entre les pères et les fils. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'on doit un petit peu dépasser ce niveau-là, parce que je crois qu'il y a des enfants adoptés par des pères qui n'ont rien à voir avec les gènes de leur père, qui peuvent être des enfants qui évoluent extrêmement bien et qui sont proches de leur père et qui réussissent leur vie, même si ce ne sont pas des enfants qui ont reçu le gène de leur père. Ah, d'accord. Je crois que ça, c'est important. Ouais, Franck, il fallait venir en Belgique, faut le savoir. Ouais. Pourquoi on a permis à Vincent de chanter? Non, je veux dire Vincent, parce que d'abord, il a fait ça pour s'amuser. Je lui ai acheté une petite sono quand il avait 4 ans, il s'amusait à chanter, à parler. Bon. Il était comme moi, il est né dedans. Et puis un jour, il m'a chanté une chanson à moi qui s'appelait César, Fanny, Vincent et Fernand en entier, qui était un hommage à Marcel Pagnol et à ses comédiens. Avec mon producteur, on a produit le 45 tours il y a de ça 2 ans. Il a fait quelques télés, il a bien marché, puis bon, il a plus rien fait. Aujourd'hui, on a tourné un clip avec Florence Gabin qui a fait la réalisation, qui s'appelle L'enfant de l'univers, qui est un message d'un enfant de 8 ans qui voudrait retrouver toutes les belles valeurs qu'on est en train de perdre et que moi j'ai connues à l'époque. Je voudrais qu'il les ait. Tu as un micro, Vincent? Oui, j'ai un micro. Ouais. Comment, quand tu penses à ton papa, à ton grand-père, comment tu l'appelles? Tu l'appelles Fernandel ou bon papa? Non, j'appelle grand-papa. Grand-papa? Oui. Est-ce que tu y penses tous les jours à ton grand-père? Tous les jours. Pourtant, tu l'as pas connu, alors comment ça se passe dans ta tête à ce moment-là? Comment tu l'imagines? Tu l'imagines par ses films ou bien alors autrement le papa de ton papa? Non, j'imagine par ses films. Je me dis que bon, c'était un homme de cœur, un homme gentil, enfin, tout ce qu'il y avait de plus beau au monde. Et c'était l'homme de cinéma et surtout l'homme de famille, l'homme qui donnait du bonheur à sa famille et qui donnait du bonheur au public. Et quel est le film de ton grand-père qui te plaît le plus, toi, Vincent? Moi, c'est Le Grand Chef qui a été réalisé par Henri Verneuil. C'est Le Grand Chef, c'est un film où il a tourné avec Dino Chervi, où ils enlèvent un petit gosse qui leur fait passer le martyr. Alors c'est vrai que pour les enfants, c'est un film très drôle. Dis Vincent, est-ce que tu aimerais être un jour aussi connu que Fernandel, que ton grand-père? Tiens, je prends l'accent maintenant. Oh, oui et non. Oui, non. Oui, enfin, je sais pas encore, mais bon, je pense que être retenu, ça n'a pas beaucoup d'avantages. L'important, c'est d'être heureux dans la vie. Ouais. C'est pas de... Bien, Dis, tu vas pas à l'école, toi, j'ai appris? Non, je suis scolarisée chez moi parce que comme on bouge beaucoup, les télés, les dédicaces, tout ça, les galas, alors papa il m'a scolarisé. Bah, explique. Mais non, mais tu l'as dit. Explique. Mais voilà, oui. Non, c'est-à-dire comme moi, mon père était absent de ma vie, j'ai dit tout à l'heure, je voulais pas que mon fils je voulais pas être absent de sa vie. Alors c'est vrai que il est scolarisé à la maison parce que quand les autres sont à vacances, ils travaillent. Là, en ce moment, on est là jusqu'à vendredi. Bon, il travaille pas. Puis après, il travaille pendant 15 jours, 3 semaines. Puis il travaille pas pendant 8 jours. Mais ça n'empêche rien. Il marche très bien. Il a 1 an d'avance. Alors tout va bien. On va te retrouver, Vincent, maintenant avec ton papa, avec ce clip qui s'appelle L'Enfant de l'univers. Et diable, c'est la fille de Gabin qui a réalisé le clip. C'est Florence Gabin, oui. Ça, c'est fou, quand même. C'est une longue histoire d'amitié. Gabin et Fernandel étaient
étiez amis et vous prolongez l'amitié. Ah bah alors il y a les parents, les enfants et les petits-enfants. Je voudrais tellement, tellement de choses que mon ami la rose puisse durer longtemps. Oh, tu voudrais que ton ami l'oiseau et tous les animaux ne meurent plus maintenant. Oh, je voudrais tellement, tellement de choses. Nous on voudrait que les enfants du monde, dans une immense ronde, puissent se donner la main. Que l'univers pour nous revienne clair, que plus jamais la guerre soit sur notre chemin. Oh, je voudrais tellement, tellement de choses que mon ami la rose puisse durer longtemps. Oh, je voudrais tellement, tellement de choses. Je suis un enfant de l'univers et j'ai le droit d'être ici. Voilà, l'enfant de l'univers, un cri d'espoir lancé par le petit Vincent Fernandel, Voilà. qui a 8 ans. 8-9 ans? T'as 9 ans? Il va avoir 9 ans au mois Tu de as 9 juin. ans, ouais. 24 juin. 24 juin. Et bientôt, 24 juin, 9 ans, et en plus de ça, tu vas avoir un frère ou une sœur, si j'ai bien compris. Oui, qui va tourner aux alentours du 21. Ouais. Ça va être le plus beau cadeau d'anniversaire que j'ai jamais eu. Eh ben, c'est bien. Merci en tout cas à vous tous d'avoir participé à ce premier dossier de l'émission. Vos pères représentent bien entendu quelque chose pour nous tous. Merci un petit peu de les avoir partagés, vos parents, vous tous, les avoir partagés avec nous le public. Hein. Mais merci à vous de nous avoir reçus. Et puis c'était bien agréable parce que il y a un article qui est paru dans un journal. Je voudrais remercier la personne qui m'a interviewé. C'est le journal à la dernière heure. Oui, ben, elle m'a fait une interview formidable. Je le savais, j'ai lu l'article et c'est formidable. Et je la remercie. Et je veux pas être le seul. Non. Et ne me laissez pas parler tout seul. En tout cas, mais Mireille va conclure. Je vais essayer de conclure. D'abord, je trouve très très chouette toute cette ambiance de tendresse, d'amour ça a été beaucoup dit. Tout ce que vous dites de votre attachement, de votre fierté, ce que vous avez dit aussi à propos de votre père dont vous étiez fiers, etc. Le témoignage aussi de cette femme qui a dit qu'elle remerciait son père adoptif de lui avoir donné son nom. Et il y avait énormément de témoignages d'amour ce soir et je trouve ça très important. Il y a une chose que je dirais peut-être, c'est que j'ai entendu aussi beaucoup de monde à propos des pères célèbres qui disaient que les bons moments c'était quand même les vacances. Parce que les vacances c'était un moment où finalement on était en dehors de la célébrité, en dehors du public, où tout à coup le père était rendu à sa famille en dehors du public et là qu'on pouvait peut-être retrouver une famille un petit peu plus proche. Merci Mireille. Le résultat du sondage, vous l'avez? Je sais pas, on l'a pas vu tout à l'heure. On l'avait. Ah, voilà. Alors, auriez-vous aimé avoir un père très connu? Oui, 61% et non 39%. Mais alors, bravo, merci pour le sondage. Très content. Le téléphone pour le répondeur, s'il vous plaît. Si vous avez le numéro de téléphone, donnez-le vite. 02 627 17 17. La semaine prochaine, dans ce premier dossier, nous parlons de l'horoscope avec Germaine Soleil qui sera là. Madame Soleil sera notre invitée ainsi que Françoise Hardy. Encore une fois, messieurs et madame, merci à tous. Merci à vous. Merci.